Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 250e épisode le 9 novembre 2021. Et plus que les sujets tech, dans cet épisode, on va vous parler des sujets qui hype. Amis boomers, comprenez tendance évidemment, le métavers et les crypto-monnaies en fer de lance. On va parler aussi des stratégies écologiques ou pas de Microsoft, des réparations d'iPhone qui sont assez honteusement rendues plus difficiles par des réparateurs tiers, mais bon, c'est pour votre bien. En fait, on a plein de chouettes sujets dans cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve avec un grand plaisir celui qui est à l'actu tech, ce que Dune est à la science-fiction. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Voilà, c'est ça, une grosse planète toute sèche avec des gros vers qui se baladent. Oh, ça c'est le côté négatif. J'ai vu le film, Guillaume, on en a échangé brièvement par message ce week-end, j'ai été moi aussi, subjugué, magnifique. On en reparlera dans d'autres instances peut-être. Ouais. Et je retrouve pour la toute première fois une nouvelle voix dans le podcast, consultante éditoriale notamment auprès de la Commission européenne, c'est Audrey Lafourcade. Salut Audrey et bienvenue. Salut, merci de m'accueillir. Merci beaucoup. Est-ce que je te présente bien en disant cette mention consultante éditoriale, notamment auprès de la Commission européenne? Est-ce que tu veux nous en dire un tout petit peu plus en quelques mots sur ce que tu fais dans la vie peut-être? C'est ça, on n'est pas très loin, hein. C'est juste un petit peu plus large que la Commission. Il n'y a pas que la Commission, il y a d'autres annonceurs, mais je travaille exactement en tant que consultante éditoriale et rédactrice, notamment sur la tech. Et bienvenue donc dans l'univers du podcast, je suis ravi de t'accueillir. On a des avis Apple Podcast, alors accrochez-vous bien, mettez votre ceinture, il y a Fred Perle qui a été sévère. Il a été très sévère, Fred Perle, il a mis 1 étoile sur Apple Podcast. Je vous lis son commentaire, c'est important. Bon podcast, mais qui traitera très mal tout sujet sur Apple. L'expert, bon, je crois que c'est toi Guillaume qui désigne avec l'expert. L'expert n'utilise ni ne maîtrise aucun produit Apple. Il souffre à chaque fois d'un problème philosophique, mais pas avec Microsoft, Intel ou Google. Bref, les arguments souvent foireux et toujours les mêmes. Il y va dur. On compare un acteur avec un marché tout entier. Bref, je jette l'éponge par tant de bêtises, il y va, hein, de la part d'un garçon pourtant compétent. Peu de contradictions et surtout on n'avance pas sur les vraies questions de fond. C'est sympa au début et puis on s'en lasse très vite. Podcast-unsubscribe Tech Café. Bon, Fred, tu es visiblement en colère. Je pense que Tech Café n'est pas pour toi. C'est dommage. C'est pas l'ensemble des retours qu'on en a. Mais c'est bien aussi. En fait, ça me rassure parfois d'avoir des avis critiques parce que ça montre que les avis sont authentiques et que parfois il y a des avis qui vont pas dans le sens de ce qu'on a d'habitude. Je trouve quand même que sur le fond, c'est un peu difficile parce que de dire que Guillaume, je pense que c'est Guillaume, j'ai l'impression, oui. n'utilise pas de produit Apple. En plus, il se trompe, le pauvre, mais c'est pas très grave. Et puis, je trouve effectivement pas qu'il y ait un parti pris très fort qui montre qu'il s'intéresse pas aux usages. Mais bon, c'est pas très très grave. On a plein d'autres tours et je voudrais justement citer pour contrebalancer cet avis celui de Targan82 qui nous écrit de Belgique. Il a déposé 5 étoiles. Il dit « J'avais déjà laissé un avis, mais je le réitère, vous êtes vraiment la crème de la crème en podcast tech, super pointu et surtout avec 2 points de vue. Merci à vous. Écoutez, faites-vous votre avis et puis si vous êtes plutôt Team Fred Perle ou plutôt Team Targan82, déposez vous aussi votre avis sur Apple Podcast. Et puis comme vous le savez, hein, le podcast est largement financé par sa communauté d'auditeurs. Je voudrais d'ailleurs remercier tout spécifiquement Thierry, qui est le dernier à avoir décidé de soutenir le podcast sur Patreon. Un immense merci à lui, et si vous faites comme lui, vous bénéficierez donc comme lui d'un flux privé qui permet d'écouter les épisodes de podcast sans la pub, mais aussi de s'assurer que Tech Café est là durablement. Alors merci beaucoup pour votre soutien. Toutes les infos sont sur patreon.com/techcafé, ou d'ailleurs toutes les infos sont aussi disponibles sur techcafé.fr. Sans autre forme de procès, on va parler de plein de sujets qui hype en ce moment dans le milieu de la tech. Alors forcément, roulement de tambour, ce serait trop dur de parler de hype dans la tech sans parler de méta, mais vous avez vu quand même dans le dernier épisode, il y avait un regard complet sur ce qu'avait présenté Facebook. On refait un petit peu le point encore sur le métavers parce qu'on a des petits compléments à apporter, Guillaume. Oui, écoute, après blockchain, après deep learning, après IA, après NFT, je pense qu'on a un nouveau mot hype, que vous allez voir partout à tort et à travers, à tort ou à raison. Et c'est Metaverse, c'est fini, le train de la hype vient de quitter la gare, le Metaverse est à la mode. Bon, je dis pas que ça donnera jamais rien ou quoi que ce soit, je connais pas le futur, mais j'ai vu le passé, et clairement, on est dans la phase ascendante du célèbre cycle de la hype pour le Metaverse.
Encore que pour les NFT, les cryptos, le plateau de productivité se fasse un peu attendre. Mais bref, bon, après le changement de cap... Tu nous rappelles un tout petit peu le cycle de la hype, parce que je sais qu'on on en a parlé à plusieurs reprises, mais je sais que c'est pas qu'une formule, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà décrit. Oui, c'est disons, c'est pas qu'une formule dans le sens où c'est connu, si tu veux, mais bon, je sais pas si c'est une science exacte. Non, probablement mais bon, pas. C'est un schéma effectivement où globalement la visibilité en fonction du temps d'un projet. Elle démarre donc, au début, on découvre la technologie, donc ça monte comme ça assez rapidement, et avec un pic comme ça, et c'est un pic d'attentes qui sont exagérés souvent. Et après, ça retombe, tout simplement, la visibilité retombe, elle retombe assez bas, dans ce que parfois on appelle une forme de désintérêt. Ouais, une désillusion, c'est-à-dire le puits de la désillusion, voilà, quelque part. Puis ensuite, on remonte très légèrement parce qu'on se rend compte en fait qu'on a eu des attentes trop importantes, mais que la technologie est quand même valable. Donc ça remonte un petit peu, puis en vrai, ça atteint un plateau pendant lequel en fait cette technologie est adoptée et elle est adoptée pour des choses utiles, elle est mise en production quelque part. Donc c'est ce qu'on appelle le plateau de productivité. Donc, globalement, là, je pense qu'on est effectivement au pic, ou en tout cas, on est dans la phase ascendante pour le métaverse. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Puisqu'après le changement de cap Facebook/Meta, du coup, et le fait qu'il propose déjà une solution de visioconférence riche qui s'appelle Horizon Workrooms, on a aussi l'arrivée de plus en plus prochaine du casque d'Apple. Les autres constructeurs se retrouvent dans une position où ils doivent aussi monter dans le train, ne serait-ce que par pur FOMO, hein. Et on parle de poids lourds du genre de Microsoft. Donc, pour Microsoft, c'est pas trop le prix du billet qui pose un problème. Il pourrait se faire construire un jet privé doré à leur fin, s'il voulait. Non, mais Microsoft, effectivement, doit se positionner. Donc, s'il se met à faire ce qu'on va énormément entendre ces prochains mois, hein, il va en fait renommer ce qu'il fait déjà en métaverse. Parce que souvenez-vous, en mars dernier, on parlait de Microsoft Mesh. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une plateforme de réalité mixte qui reposait sur Azure et HoloLens. Donc, c'est un mélange d'éléments réels et virtuels. Voilà, c'était la téléprésence en hologramme, c'était le coworking délocalisé, il y avait déjà tout ça. En fait, c'est un peu du métaverse qui porte pas son nom, quoi. C'est l'idée, en fait. Et là, quand Satya Nadella présente Mesh pour Teams à Ignite 2021, il ne peut pas éviter d'appeler ça un métaverse. Donc Mesh for Teams, en fait, ça ressemble quand même beaucoup à Horizon Workrooms. Donc c'est un espace virtuel où des avatars en 3D se rencontrent, bougent, peuvent avoir une gestuelle et des mimiques, hein, peuvent utiliser un tableau blanc géant commun pour écrire des trucs. Donc c'est des avatars qui n'ont pas de jambes, comme sur Horizon d'ailleurs. Je ne sais pas le problème avec les jambes, hein. Je ne sais pas si c'est un problème technique. Les persos de jeux vidéo, ils ont tous des jambes, mais non, dans le métaverse, apparemment, je sais pas, c'est pour éviter les gestes déplacés, je sais pas, c'est un peu expéditif, mais écoute. En tout cas, les avatars de Teams me paraissent un petit peu plus jolis que ceux de Workrooms, mais bon, Horizon doit fonctionner sur des casques autonomes, hein, sur les Quest par exemple, donc ça limite un petit peu la puissance, alors que Mesh et Teams ne nécessitent pas forcément de casque VR en fait, hein. Tu peux, selon tes moyens, utiliser un HoloLens, donc si tu es très bourgeois, des casques Windows Mixed Reality si tu es un peu moins bourgeois, ou juste l'écran de ton PC si tu es un pauvre paysan, qu'est-ce que tu veux. En tout cas, pour retranscrire la gestuelle ou les expressions faciales, pour l'instant, c'est uniquement par l'analyse du son, de l'intonation, le discours au sens large, hein, qui peuvent donner des indications. Ça paraît assez aléatoire, surtout pour ceux qui ont une expressivité limitée et un timbre vraiment monocorde, et ils sont nombreux, non, ne dites pas le contraire. Bon. Heureusement, l'analyse passera aussi bientôt par le flux vidéo de la webcam, dans le futur, aussi peut-être par les capteurs du casque, mais pour le moment, la news concrète, en fait, c'est que Teams va se doter d'un service de vision en 3D. Voilà, c'est... Bon, Microsoft réalise très bien que c'est pas dingue hein, comme proposition, et donc Satya en remet une couche en affirmant qu'ils sont focus sur le métaverse, hein, surtout sur Xbox. Sur Xbox, hein, eux qui, à l'inverse de Sony, ont toujours refusé de sortir un casque de réalité virtuelle pour leur console, donc ça me fait bien marrer. Mais bon, comment donc faire un métaverse ? D'après Satya Nadella, que je cite, Halo, c'est un métaverse. Minecraft, c'est un métaverse. Flight Simulator, c'est un métaverse. Mais en 2D, dans un certain sens. Mais nous, on a des plans pour les passer en 3D. Bon. Rarement, ce pauvre homme, d'ordinaire sérieux et rigoureux, aura sorti d'un aussi gros concentré de bullshit. Parce que bon, Halo et Flight Simulator, c'est pas des métavers, hein, c'est juste des jeux multijoueurs en ligne, comme un jeu vidéo sur deux. Hein. Donc bon, alors le simple fait que tu puisses jouer à Halo 1, Halo 2 et Halo 3 sur la compile, ça me fait un métavers ? Je sais pas. Enfin, disons que si tu fais du métavers sans le savoir depuis 10 ans, ça rend le concept un petit peu moins neuf, du coup. Donc tu sens qu'il faut placer le mot, quoi. Hein. Encore que Minecraft se rapproche
plus de la conception d'un métavers, puisqu'il propose des milliers de mondes différents. Tu peux les visiter avec une seule identité en fait, hein, et tu peux aussi t'approprier ces mondes en les modifiant, tous en multi. Ils peuvent être persistants éventuellement. C'est persistant, c'est même en réalité virtuelle d'ailleurs si tu veux. Roblox aussi est un exemple de metaverse. Flight Simulator, je sais pas. Bon, en plus dire qu'ils sont 2D quand les passent en 3D, je sais pas, peut-être qu'il veut dire qu'on pourrait réunir ça sur une seule plateforme. Ça tombe bien, ils sont déjà sur le Game Pass et il faut un compte Microsoft pour y jouer. Ou alors passer seamless d'une manière à l'autre. D'une manière seamless d'un à l'autre, je sais pas. Quel intérêt, tu vois. Piloter un avion en armure de Spartan, shooter ses potes avec son skin Minecraft, je sais pas, je vois pas trop. Bon, honnêtement, ce qui est probable, c'est qu'on voit arriver un espace social en 3D de plus. Microsoft possède Altspace VR, par exemple. Donc il faut s'attendre à voir de nouveaux horizons. Nouveaux, mais au sens Horizon Facebook, donc des PlayStation Home sur console, des Viveverse, des Xboxverse. Des trucs en 3D avec des mises en jambes, avec ou sans VR. Voilà, du côté constructeur, de toute façon, c'est pas un petit peu pareil. Hein. Qualcomm propose sa plateforme XR. Bon ben voilà, faisez du métaverse avec ça si vous voulez. C'est manifestement important d'avoir une siège en first class dans le train de la hype. Donc Nvidia est à fond, bien sûr. Apparemment, le programme de la prochaine GTC va beaucoup en parler. On reviendra dessus quand il y aura eu la keynote. Donc il bosse sur son omniverse, Nvidia de toute façon. Donc c'est une plateforme de simulation de rendu qui peut s'avérer très utile pour entraîner des robots ou faire de la logistique dans une usine. Mais ça pourrait aussi devenir le fondement d'un métaverse, selon Nvidia. Mais oui. Ce qui est quand même intéressant malgré tout dans la proposition, en fait c'est peut-être là où on peut retenir le génie de Mark Zuckerberg, c'est de voir que le nom est bien trouvé en fait. Alors après, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont glissées derrière, mais je trouve que un des crédits qu'on peut faire à cette initiative, c'est que le nom est plutôt parlant pour un concept pas forcément hyper bien défini au départ, toujours pas probablement suffisamment défini aujourd'hui, mais ça a le mérite de créer cet engouement. Je voudrais juste, avant que tu puisses continuer, Guillaume, te solliciter, Audrey, parce que, alors on va donner quelques coulisses à nos auditeurs. On avait prévu ta présence dans l'épisode de la semaine dernière, et pour d'obscures raisons techniques, nous n'avons pas eu la chance d'avoir ta présence. Cette fois-ci, on répare cet affront, et je sais que tu as une vision peut-être sur le métaverse, puis de toute façon, quand on fait une veille dans le monde des nouvelles technologies, c'est incontournable de suivre ça. Comment tu vois ça, toi ? Comment tu vois cette proposition justement de métavers ? Moi, honnêtement, au tout début, quand j'ai entendu parler de Meta et que j'ai vu la vidéo de Zuckerberg, je me suis dit, bon là, quand même, Facebook frappe fort. Ils reviennent en force, ils vont montrer à tout le monde qu'ils réinventent Internet, comme ils l'avaient fait, en fait, à leur apparition au tout départ de Facebook. C'était ça, pour moi, le coup de force, en fait. Et on le voit, puisqu'aujourd'hui, tout le monde veut suivre. Tout le monde parle de métaverse, donc c'est un peu comme si maintenant eux sont sur ce créneau, il faut qu'on y soit parce que sinon on va être complètement largué, même si on ne sait pas du tout si ça va fonctionner ou pas, si les gens vont adhérer au projet ou pas. Donc je pense qu'il y a quand même cet aspect de lead qu'ils ont repris là alors qu'ils étaient très vieillissants, et là-dessus, je trouve que c'est un coup assez fort. Bon, ensuite, il y aurait plein de choses à dire. Je sais pas si on peut s'embarquer dans tout ce qu'on avait prévu de dire la semaine dernière, mais ce que j'en retiens aussi, c'est que dans le métaverse, tout est à vendre et que ça va faire les choux gras de Facebook, avec de plus en plus de support, de communication et donc de pub à vendre. Finalement, ce serait un peu comme du placement de produits permanent et partout au sein de cet univers dupliqué. Donc il n'y a plus de limite. On se dit que demain, là, ils appellent aussi les créateurs, les designers à créer des univers. Donc ça, on peut se dire que peut-être ce sera encore des choses à acheter. Si on veut acheter l'univers d'une marque, je sais pas, peut-être qu'on pourra s'offrir une boutique Chanel, j'en sais rien. Mais on peut tout imaginer et je me dis que tout va devenir placement de produits, placement de marque. Voilà, ça c'était quelque chose aussi qui m'a pas mal touchée venant de la pub. Quoi d'autre encore? Je sais plus ce que je voulais dire la semaine dernière. C'est sûr que la proposition d'un métavers représente vraiment un relais possible et tout bien construit pour Facebook. Après, encore une fois, c'est des choses sur lesquelles on a déjà émis des réserves et tu t'es largement exprimé sur le sujet, Guillaume, pour dire qu'effectivement, autant la vision pour
pourquoi pas, mais juste il y a déjà des choses aujourd'hui et en plus techniquement on n'y est pas encore quoi. Là encore les visions du métaverse divergent, hein. Si tu regardes bien Niantic par exemple qui fait du jeu vidéo en réalité augmentée depuis des années et qui vient de lancer qui vient de Lightship. sortir Pikmin, ça y est. Oui, tu as testé? Non, j'ai absolument pas testé parce que quand tu en avais parlé, t'avais dit je ne vois pas ce que ça va être de plus qu'un podomètre connecté de plus. Et je reconnais que pour avoir jeté un coup d'œil, ça ressemble quand même diablement encore plus un podomètre que Pokémon. Mais passons. Bon, il faudra que je teste ça. Mais bon, toujours est-il que Niantic a lancé Lightship, qui est un framework pour développer des apps en réalité augmentée, qui est donc appelé à se sophistiquer avec le temps, hein, qui est multiplateforme. Donc iOS, Android, et Lightship ne diffère pas énormément de ce que fait Niantic habituellement, quelque part, hein, des jeux en réalité augmentée avec des éléments persistants dans le monde réel, quoi. Hein. Mais selon John Hanke, qui est donc son CEO, on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire, on a soit un métaverse qu'il dit, lui, hein, dystopique à la méta, qui aspire les gens hors du réel, c'est ce que dit Hanke, hein, soit un métaverse donc à la Niantic qui s'appuie sur le réel et qui pousse les gens ensemble dans la réalité. Donc, même franchement, le métavers lui-même n'est pas vraiment bien défini. Il y a des visions qui sont quand même assez divergentes, hein, selon les constructeurs. Mais quoi qu'il arrive, les milliards vont pleuvoir, hein, ça c'est clair, pendant au moins quelques années. Donc il faut se positionner, quoi, parce que comme toujours, les premiers seront les grands gagnants, quoi. Ouais, mais je pense que ce sera un mélange des deux en fait. Hein. Il y aura à la fois la possibilité de s'extraire du monde réel parce que je sais pas, on est traumatisé par le futur de l'écologie par exemple, ou au contraire de plonger dans un univers encore plus consumériste, comme je disais, là, de se créer sa propre boutique d'une marque dont on est fan, ou que sais-je encore, mais d'avoir son passeport pour pénétrer ces coulisses de marques que peut-être la métaverse va pouvoir offrir aux consommateurs, je sais pas. Je pense que ce sera un peu les deux, quoi. Guillaume, oui, ce métaverse. Non, écoute, c'est vrai, ce sera sans doute... Enfin, je pense qu'il y en aura plusieurs, de toute façon, c'est sûr qu'il y aura probablement plusieurs acteurs qui proposeront plusieurs trucs. On verra ce qui collera le plus au mur, quoi, hein, comme toujours. J'aime cette expression, elle est tellement élégante. Juste un dernier mot peut-être autour du métaverse. On a d'autres éléments aussi qui aillent pas mal parce qu'on peut glisser un peu d'intelligence artificielle dans tout ça. Mais Audrey, t'avais identifié qu'ils veulent carrément ouvrir des points de vente physiques. Alors c'est assez antinomique quand on parle de métaverse, qui est quand même un concept numérique, éthéré, absolument pas physiquement tangible. Et là, on nous parle de boutique. J'en perds un peu mon latin, moi. Ouais, oui, mais d'un côté, moi je trouve ça quand même assez rassurant parce qu'après tout, on reste des humains et c'est pas mal d'être quand même un peu rattaché au monde réel, je trouve. Tout simplement, Facebook, Meta souhaite maintenant, envisage en tout cas, d'ouvrir ses magasins physiques pour démocratiser le métaverse, et notamment parce qu'ils ont conscience qu'il y a du scepticisme autour de l'Oculus Quest 2, de tous les accessoires qui relient à la réalité virtuelle, et ce serait pour eux un moyen de faire en sorte que les gens adhèrent plus rapidement, j'imagine, en s'achetant une paire de Ray-Ban connectés, etc. Forcément, Ray-Ban connecté. Mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement, ça en est presque rassurant, quoi, de se dire que tout concept nouveau que ce soit dans l'interaction physique, on se raccroche à des boutiques. Au passage, on peut dire, il y a Sony qui projette aussi de lancer les boutiques pour que vous puissiez précommander une PlayStation 5 que vous n'aurez peut-être jamais en boutique. C'est quand même rassurant de voir qu'il y a ces orientations autour de la boutique. Peut-être pour continuer à parler de choses qui hype, mais pas forcément que de métaverse, vous inquiétez pas, on a de quoi faire. Je parlais d'intelligence artificielle parce qu'on a la conférence Ignite 2021, Guillaume, où Microsoft a proposé quelque chose. Alors pour le coup, je le trouve vraiment captivant, mais peut-être que tu vas pouvoir nous en toucher un mot, d'une version très évoluée d'Office. On en a déjà parlé, sur la base de composants, et en l'occurrence, ça s'appellerait Loop. Il va pas falloir se louper. Excellente blague, Guillaume. Déjà, Fluide, c'est Fluide. C'est le nouveau paradigme de document dont on avait déjà parlé qui devient Loop. C'est juste un nom de marque. Donc c'est un rebranding pour le concept d'avoir un document bureautique composé de blocs qui sont autonomes et potentiellement hétérogènes. Donc un bloc peut contenir du texte, des images, une tableur, un calendrier, ce que tu veux. Il peut être partagé avec plusieurs personnes. Il peut être copié, intégré à d'autres documents, des documents différents.
dans toutes les applications compatibles, hein, et à chaque modification, tout est répercuté en temps réel partout. Donc Loop propose une hiérarchie en 3 niveaux, donc il y a les components, donc ce sont ces fameux blocs, il y a les Loop Pages et les Loop Workspaces, donc le Workspaces sont une sorte de hub où tous les membres d'un channel Teams peuvent venir voir les trucs, etc. Bon, les esprits chagrins diront que c'est juste une notion intégrée à Teams, toujours est-il que c'est enfin la concrétisation d'un concept qu'on a vu pour la première fois il y a quand même 1 an et demi. Et donc, il y a eu Loop qui a été annoncé donc effectivement à Ignite 2021, et Microsoft a aussi annoncé quelques autres trucs, puisqu'on y on peut parler d'un peu d'Ignite. Donc, il y a eu Context IQ. Donc, en gros, c'est une série d'assistances intelligentes pour tout Microsoft 365. Donc, ça va de la correction et la suggestion pour l'édition de texte, jusqu'à des aides subtiles pour trouver le meilleur créneau pour une réunion, par exemple. Il regarde un petit peu automatiquement, il regarde un petit peu l'emploi du temps de tout le monde, et il trouve le meilleur créneau. Partager des docs avec les collègues, tu vois, si tu partages des docs, il va te suggérer les docs à partager. Voilà, un ensemble d'algos de prédiction, de suggestions, qui s'intégreront de manière transparente un petit peu partout. Donc, ce sera basé sur Microsoft Graph. Et toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle, Azure, pour l'instant uniquement sur invitation, va mettre à disposition un nouveau service cognitif, qui n'est autre que GPT-3. Donc ça y est, hein, Microsoft compte bien rentabiliser son partenariat avec OpenAI via donc, ce qui s'appelle désormais OpenAI Azure Service. Bon, et ça, on s'y attend un petit peu. Donc le modèle de texte géant GPT-3 va donc très vite devenir un produit commercial, un service commercial. Si le test en vraie grandeur qui se fait là ne révèle pas trop de soucis, j'ai l'impression, sur la maîtrise de ce que produit le modèle. Au-delà de ça, il y a aussi évidemment eu d'autres trucs très très orientés business, hein, comme des nouveautés sur Azure Arc, des options business pour Defender, voilà, l'ouverture sécurisée de Teams et d'Active Directory des personnels externes, d'une manière sécurisée, la collaboration multi-cloud, etc., etc. Je suis très séduit, moi, de mon côté, par la proposition de Loop telle qu'elle est présentée par Microsoft, qui, honnêtement, hein, effectivement, ressemble beaucoup à Notion quand vous connaissez cette application. Mais je trouve que c'est très malin, et j'y vois enfin un problème résolu en entreprise qu'on se paluche depuis des années maintenant, qui est que tu fais ton document, tu le partages par mail, c'est une V2, la personne en face... oui, ça marche encore comme ça en entreprise, dans beaucoup d'entreprises. La personne en face télécharge le document, le modifie, vous le renvoie, on ne sait plus quelle version c'est. Oh, c'est l'âge de pierre de l'informatique et de la bureautique. Est-ce que tu as suivi ces petites propositions, Audrey ? Est-ce que tu connais Notion ? Et est-ce que tu vois enfin des solutions à des problèmes, allez, on va pas se mentir, qu'on affronte tous au quotidien quand même ? Alors, moi, je connais bien Teams pour le coup, et du coup, je vois pas trop l'avantage que ça ajoute, Looper, parce que... Enfin, Loop, je vois pas... Imagine-toi aujourd'hui, au lieu de raisonner avec des documents Word, des documents Excel, etc., tu te crées tes petits composants, qui peuvent être des petits composants de texte, des petits composants de tableau, etc. Tout ça se met à jour complètement dynamiquement, donc évidemment comme un document Google, mais si tu le partages dans une conversation Teams, eh ben, la personne qui voit le document dans Teams va pouvoir le modifier en temps réel, et ça va le modifier partout en fait. Et idem, si tu te l'envoies par mail à terme, ce sera dans le corps du mail, et pareil, la personne qui est en face, qui reçoit le mail, pourrait le modifier, et du coup que l'information soit synchronisée de partout. Est-ce que si je te le décris comme ça fait pas rêver, franchement ? Si, ça fait rêver, c'est clair. C'est la résolution à tous nos problèmes en entreprise depuis des années, voyons. Toujours le train de la hype qui déroule avec forcément toujours un peu d'intelligence artificielle, hein, mais de la reconnaissance faciale, Guillaume. Oui, ou pas, justement. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, puisqu'on parle de méta, hein, depuis le début, là, j'aimerais les remercier. Quand même, vraiment, pour leur changement de nom, parce que désormais, les SFS, les scandales Facebook de la semaine, deviennent les SMS, les scandales méta de la semaine. Et du coup, en matière de référencement naturel, c'est moins bien, parce que SFS, ça voulait peut-être pas dire grand-chose, mais SMS, ça veut dire autre chose. Ouais. Je sais pas si c'est mieux. En fait. Ah zut, bon, je continuerai à les appeler les SMS, alors. Bon, les SFS, hommage. pardon. Mais bon, on se fait un petit SMS, un petit truc court, facile. Ouais, parce que c'est facile, hein, ça vient encore des Facebook Files, c'est encore sorti dans Wall Street Journal. Cette fois, on y découvre qu'une recherche interne à Facebook révélait que 12,5% des utilisateurs sondés rapportaient un usage problématique de la plateforme. Usage compulsif, avec des répercussions sur la vie de tous les jours, les relations avec les proches, des troubles du sommeil, etc. Bon, Facebook avait une équipe chargée du bien-être des consommateurs. Alors, évidemment, quand ils ont vu arriver ces résultats, ils ont proposé des solutions. L'équipe a été dissoute en 2019, on les a plus jamais revus. Je sais pas, ils ont été probablement... Je soupçonne qu'ils aient été emportés en Zodiac au large du Salvador. Au chapitre des changements de cap
donc pour MetaBook, le voilà qui donc abandonne la reconnaissance faciale systématique sur les photos que vous uploadez. C'est à ça que tu faisais allusion, bien entendu. Donc du coup, les données faciales d'1 milliard de personnes vont être purement et simplement effacées. Donc le tagging automatique de gens sur les photos, c'est fini. Bon, ça a toujours été une plaie, de toute façon, plus qu'autre chose pour MetaBook. C'était controversé, illégal par endroit, une tannée. Même si c'était utile pour les malvoyants, d'ailleurs, qui pouvaient ainsi savoir qui était sur une photo, mais bon. Après, c'est pas complètement la fin de la technologie sur la plateforme non plus. Elle pourra servir à la vérification d'identité, voilà. Au cas par cas, elle sera encore utilisée, avec consentement, bien sûr. Mais pour l'automatique, c'est fini. Je rebondis à... Vas-y, Audrey, je crois qu'ils disent qu'ils vont approfondir la recherche là-dedans, parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes d'éthique liés à l'IA, notamment du racisme, mais qui vont essayer de régler, et ils disent que c'est pas la fin, mais qu'ils sont en train d'y travailler encore plus. J'imagine que ça va les obliger à aller collecter encore plus de données, encore plus variées pour aller améliorer le truc. Forcément. Mais dans Meta, tout sera partagé. C'est tout cet afflux de données qui va être cumulé, c'est magnifique. On est réjouis. Toujours la hype, on continue forcément. On va peut-être pas évidemment du coup le situer au même endroit que le Metaverse dans la courbe, mais c'est même plutôt peut-être. Ah, tu vas nous dire dans la désillusion peut-être, Guillaume, je sais pas. Mais on va parler un petit peu des crypto-monnaies, en l'occurrence des stablecoins. Ouais, je sais pas où se trouvent finalement les cryptos dans la courbe de la hype. Non, mais bon, ça fait maintenant longtemps que ça existe, ça fait quand même une dizaine d'années, 8 ans peut-être, pour le Bitcoin, il faudra que je vérifie, enfin bref. Toujours est-il que voilà, après Metaverse, on reprend un autre truc qui reste toujours hype, malgré les années, comme les cryptos, donc les US veulent réguler de plus en plus ces cryptos, parce que d'ailleurs le plan infrastructure à 1200 milliards de Biden est passé, et il contient une nouvelle loi pour la déclaration de revenus des cryptos, qui est, bon, si c'est supérieur pour les transactions supérieures à $10 000 en tout cas. Dans la problématique, c'est d'ailleurs de qui savoir s'adressera cette taxe. Trader, broker, bourse, voilà, tout le monde, on ne sait pas. C'est pas très bien fixé. Il y a aussi l'affaire des stablecoins qui inquiète beaucoup, après le scandale du Tether, qui, voilà, elles sont dans le viseur. Donc en gros, ces stablecoins, qu'est-ce que c'est ? C'est juste une crypto qui se veut stable pour éviter donc la volatilité habituelle des cryptos standards, on va dire. Elles vont s'adosser à une monnaie ou un cours d'un métal stable. Bon, ça reste des cryptos, mais ça a la valeur du dollar et la stabilité du dollar. Donc on peut faire des conversions crypto vers stablecoin facilement et inversement, mais on peut quand même limiter les risques. Donc tu peux mettre à l'abri en quelque sorte tes plus-values en crypto, mais ça reste de la crypto, donc c'est assez rapide et c'est de plus en plus populaire. Donc il faut quand même que pour qu'elles soient stables, les stablecoins s'assurent. Il faut qu'elles garantissent en quelque sorte la valeur de la monnaie avec des réserves de fonds propres. Donc c'est ce que promettait le Tether. Oh, j'adore le Tether. La valeur du Tether, c'est quand même plus rigolo le Tether. Parce que le Tether, c'est compliqué à prononcer alors que le Tether... Donc le Tether c'était $1 et ça restait ça restait $1. Chaque Tether était garanti par $1 sur les comptes de la boîte normalement. Bon, en fait non, tu parles. Une enquête de la CFTC a montré que c'était pas vrai les 3/4 du temps. En tout cas pas en fonds propres. Donc c'est un scandale qui a poussé le Trésor américain à vouloir régler les stablecoins, exactement comme les banques en fait, puisque c'est un petit peu la même idée. Bon, elles sont des valeurs refuges, mais si elles ne sont pas aussi solides qu'elles le paraissent, elles font courir un risque d'effet domino à toute la chaîne. Donc le Congrès va essayer de se mettre d'accord, et c'est pas gagné pour réguler ça, et ça pourrait intéresser pas mal de monde, dont MetaBook, qui veut toujours lancer son Metacoin, son fameux Diem, qui n'est ni plus ni moins qu'une stablecoin. Donc d'une manière générale, de toute façon, les multiples scams en plus de ces dernières semaines ou mois attirent l'attention. On pense évidemment à l'escroquerie Squid Game. Alors pas la série qui est très sympa, mais au token qui portait le même nom, sorti il y a un mois et qui est passé de $2000 à 0 en une semaine. C'est un scam classique en fait. On crée une nouvelle crypto, on attire des acheteurs et ensuite on part avec la caisse en éteignant tout. Bon, vous avez des jetons Squid, mais maintenant vous les gardez. Le tout s'est passé en quelques jours, c'est $2 millions quand même qui ont été escroqués, c'était spectaculaire mais pas inédit, c'est une technique qui a même un nom qui s'appelle rug pull, c'est on tire le tapis comme ça, une fois qu'il y a bien des trucs sur le tapis. Squid Game est populaire partout, la série fait un carton, donc dans le monde entier, et donc le token a été acheté partout en Inde, il y a des milliers de personnes qui ont été flouées, aussi bien qu'en Occident. Donc un peu partout on songe à soumettre les cryptos aux mêmes règles que les autres monnaies, et d'ailleurs au-delà des fausses nouvelles cryptos, il y a aussi plein d'escroqueries plus traditionnelles qui se développent et il faut se méfier de tout. La preuve, le phishing n'a plus besoin de ton email pour t'atteindre, ça y est, puisqu'il y a Google Ads pour ça, c'est quand même vachement plus moderne. C'est une recherche de Checkpoint Research
qui a repéré en fait qu'un scammer peut acheter des pubs sur Google Ads, donc des pubs pour des portefeuilles crypto en vogue. Ça dépend de ce qui est à la mode au moment où il fait ça. Donc la pub que tu vois typiquement quand tu fais une recherche sur ces mêmes cryptos, cette pub t'amène à un faux site très réaliste qui récupère soit ton compte, soit qui te permet de créer un compte, mais qui est en fait lié à celui du malfaiteur. Et donc il va récupérer tout ce que tu envoies sur ce compte. Ça a l'air très basique, mais il y a quand même des centaines de milliers de dollars qui ont été récupérés juste pendant les quelques jours où la boîte de sécurité a monitoré tout ça. Donc il faut toujours être méfiant partout. C'est un peu triste, je sais, mais c'est comme ça. Faites attention à ce que vous faites et ne vous jetez pas sur la première opportunité d'investissement incroyable basée sur de la crypto-monnaie en ligne, peut-être même déclencher vos signaux d'alerte. Si on se penche un petit peu sur les crypto-monnaies au sens large, Audrey, forcément, quand on suit l'ActuTech, ça fait partie de ces sujets qu'on voit arriver, qui sont compliqués d'ailleurs à appréhender, je trouve. Mais là aussi, je pense qu'il y a la hype qui parle. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le maire de New York qui veut se faire payer en crypto-monnaie pour les 3 premiers mois de ses revenus. On va y revenir, c'est affreux. Un effet d'annonce assez incroyable. Mais peut-être ton regard sur les crypto-monnaies, est-ce que opportunité incomprise ou autre chose à y voir, Audrey, selon toi? Alors là, c'est encore une question que je me pose moi-même. Donc, je ne saurais pas vous éclairer là-dessus. Non, là, je peux pas vous aider. Mais j'avais une question, en revanche, par rapport à ce que vient de dire notre ami, c'est est-ce que du coup, quand on veut investir sur des cryptos, il vaut mieux se méfier des noms qui sont en référence à quelque chose qui est très trendy, qui est très lié au moment, comme là le nom de la série. Est-ce qu'on doit se méfier davantage de ces cryptos-là? La question n'est pas innocente parce que en fait toutes les cryptos jonglent aussi sur, on avait parlé de Shiba Inu et de toutes ces cryptos qui ont des noms qui font référence à des images comme ça de la culture populaire, donc la question est intéressante effectivement. En fait, c'est des cryptos opportunistes. Il y en a plein qui naissent tout le temps. Et globalement, il faut toujours se méfier quand une nouvelle crypto arrive comme ça. Il faut toujours aller regarder. Là, dans le cas du Squid Game, je ne sais plus comment ça s'appelait, ce truc. Enfin, en tout cas, la crypto qui faisait référence à Squid Game, il fallait aller sur le site, il fallait regarder le livre blanc, et en fait, quand tu regardes un peu le livre blanc, tu te rends compte qu'elle est bourrée de fautes d'orthographe et que ça n'a pas l'air extrêmement sérieux, quoi. Mais il faut quand même faire un petit peu attention. L'idée dans cette monnaie Squid Game, c'était une monnaie liée aux jeux vidéo aussi, c'est-à-dire c'était une monnaie avec c'était des tokens que tu pouvais gagner en jouant à des jeux, et que tu pouvais garder d'un jeu à l'autre et dépenser. Donc l'idée, c'était de faire une blockchain liée aux jeux vidéo et que tu puisses gagner au fur et à mesure comme ça. Ça a séduit beaucoup de monde, la référence à Squid Game a fait le reste, mais en réalité, si tu creusais un petit peu, tu pouvais voir que c'était une arnaque, et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont levé des alertes comme ça et qui ont dit « Faites gaffe à ça, ça sent pas bon ». D'une manière générale, il y a énormément de cryptos qui naissent et qui meurent tous les jours, en fait. Le Shiba Inu, il parle du Shiba Inu, bon, les mêmes coins, c'est du casino. Ça monte, ça descend, ça n'a pas de valeur propre, c'est uniquement basé sur la popularité de la crypto en tant qu'image, en tant que mème, mais pas en tant que... en tant que produit, en tant que chose, en tant que produit technologique en fait, ou en tant que produit tout court. C'est juste parce que les gens trouvent ça rigolo, donc ils achètent. Mais non, les mêmes stocks, c'est pareil. Les gens aiment bien l'action, genre le nom de l'action, ou aiment bien la marque parce qu'ils aiment bien, ils achètent. Parce que ça évoque. Et du coup, ça monte. Mais bon, il faut quand même se méfier toujours de ça, évidemment. C'est pas toujours facile à les voir, par contre, je reconnais, mais il faut toujours être très très méfiant quand on investit dans les cryptos, parce que ça peut être... ça peut être rapidement dangereux, oui. C'est marrant parce que c'est un peu les mêmes réflexes qu'en phishing, quoi. Quand on essaie de communiquer auprès de gens sur les bons réflexes à avoir, qu'on reçoit un email et qu'on doute, déjà de regarder si c'est écrit dans une langue à peu près correcte, c'est déjà pas mal. D'aller creuser derrière, c'est vrai que je pense que ça fait partie des mêmes réflexes. Mon père, bon, ça fait vraiment vieux con quand je dis ça. Mon père disait toujours, je préfère passer à côté d'une bonne affaire que de me faire avoir. Et peut-être que cet adage est aussi valable en matière d'investissement crypto. Ce qui est dommage en plus avec les cryptos, c'est que ça consomme de l'énergie pour tourner. Et justement, il y a plusieurs tendances sur la planète, Guillaume, que tu as commencé à voir passer. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu un truc qui est rigolo. Enfin, rigolo, j'ai trouvé ça intéressant. La voiture électrique, c'est tendance, on le sait. Même pour les voitures d'occasion. Ça, c'est assez nouveau. Donc, il y a un événement pour les passionnés de voitures à Las Vegas qui s'appelle le show SEMA, donc Specialty Equipment Market Association, qui est une sorte de foire à la voiture d'occasion, mais pour des belles voitures quand même, des voitures de sport, de collection, des voitures customisées, restaurées, etc. Et on a une tendance cette année, c'est l'électrification de vieilles voitures.
vieilles entre guillemets parce que ça reste des voitures un peu de prestige, on va dire, ou de collection. En tout cas, des voitures thermiques qui s'attendaient pas du tout à ça probablement. Donc, je suis très loin d'être spécialiste de bagnole, hein. Mais l'article dans le note de l'émission regroupe plein de photos de belles bagnoles et de plein d'époques différentes, dont une muscle car qui a une 50aine d'années ou un pick-up Ford, qui sont tous électriques, et c'est quand même très surprenant. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais pas essayer de me faire passer pour un amateur de mécanique auto, mais l'électrification des voitures thermiques est peut-être sur le point de démarrer, puisque Ford a présenté un concept de pick-up vintage qui s'appelle le F100 Illuminator, qui est électrique, qui affiche 480 chevaux, et c'est pas un produit commercial, il se vend pas. Ce qui se vend, c'est son moteur, qui s'appelle le Illuminator, avec un E évidemment. Et c'est un moteur qui c'est un beau bébé, hein, qui a l'air bien lourd et qui pèse aussi $4000. Donc c'est un moteur électrique, très performant, mais qui peut s'adapter à une variété d'autres véhicules, vintage ou pas. Bon, c'est quand même réservé à des amateurs très éclairés et pas trop fauchés, parce que pour ce prix, vous n'avez pas la batterie, hein. Vous n'avez pas non plus les contrôleurs d'ailleurs. Mais bon, tu pourras peut-être voir bientôt des Cadillac ou des Rolls-Royce vintage propres, entre guillemets, bon, propres comme l'électricité qu'elles consomment, évidemment, toujours, mais au moins l'électrification aura déjà un impact positif sur la qualité de l'air des centres-villes, c'est déjà ça. Puis bon, je pense qu'une Cadillac de 59 n'est pas un modèle d'efficacité énergétique. Et puis bon, c'est vrai, voilà, on est en pleine COP26, tout le monde est concerné, hein, tout le monde est d'accord pour réduire la consommation, et une étape indispensable pour éviter que vos arrière-petits-enfants ne doivent porter des distilles, ben c'est probablement de réduire la production de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie. Tout le monde est d'accord. Enfin, tu sais, au cœur des Amériques, il y a un petit village d'irréductibles qui résiste encore et toujours au bon sens et au consensus scientifique, c'est New York. Puisque son nouveau maire veut faire de la capitale, de New York, la capitale de la crypto. Et, oui. Et pour montrer sa dévotion à la blockchain, il veut être payé en bitcoin. C'est Eric Adams, hein, qui a été élu maire de New York. Il est pourtant démocrate. Bon, il est végétalien aussi, mais ça, c'est pour son diabète, hein, donc rien à voir. Mais bon, les démocrates, c'est pas censé être préoccupé par l'environnement, non? C'est quoi? Ben non, en fait, hein, ça c'est la planète, les ours blancs, tout ça. C'est joli, mais bon, Eric, il est maire de New York, hein, ça claque. Mais non, il est dans la cour des grands, donc faut pas qu'il se ridiculise. Et quand Francis Suarez a dit qu'il voudrait que sa prochaine fiche de paie soit en bitcoin, eh ben Eric, il a dit que lui, il voudrait que ses 3 prochaines fiches de paie soient en bitcoin. Voilà. Un peu plus largement, Miami est devenue la ville des cryptos. Blockchain.com y a déménagé, elle a déménagé de New York justement à Miami cette année, et Suarez va même jusqu'à parler de Miami Coin. Or les cryptos, virtuels ou pas, énergivores ou pas, c'est du pognon, et donc c'est du sérieux. Voilà. Donc Eric ne veut pas perdre face à Francis. Francis, qui n'en a pas douté, va demander que ses 6 prochaines fiches de paie soient en Bitcoin. Oui, probablement, il y aura une surenchère. Et peut-être pour compléter aussi, hein, une personne qui est assez emblématique dans les combats contre le réchauffement climatique, c'est peut-être Tim Cook avec Apple. En tout cas, c'est pour l'image. Mais il semblerait que il ait dit aujourd'hui qu'il détient lui-même des cryptos et que c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Donc là aussi, il y a peut-être conflit des intérêts, je ne sais pas. Est-ce que tu as, je ne sais pas, peut-être un mot de la fin ou quelque chose sur lequel tu voulais rebondir, Audrey, non pas par rapport à l'émission, mais par rapport à toute cette rubrique où on a listé tellement de choses qui hype, que ce soit autour des crypto-monnaies, de l'énergie ou de ces mouvements. Comment tu prends cette annonce du maire de New York qui veut ses 3 prochaines fiches de salaire en Bitcoin? Je me dis tout simplement que ça reste une guerre des bourses, mais pas forcément celle que l'on croit. Effectivement, oui, je crois que c'est plutôt approprié. On va les laisser faire le concours de qui a la plus grosse sur les fiches de paye en crypto. Mais en plus, petite parenthèse, ce qui est assez dingue dans cette proposition, c'est qu'à la limite, qu'ils veuillent que leur ville soit le centre de la crypto, bon, ça se défend, quelles que soient les convictions qu'on peut avoir au départ. Pourquoi pas de prendre des trains en marche sur des sujets technologiques? Tu le disais tout à l'heure, Guillaume, le premier présent souvent gagne, quoi. Si mais le problème, c'est le côté complètement surréaliste. Je pense que ces gens-là sont très conscients de ce que ça engendre de vouloir être payé en Bitcoin. Mais rien ne va. Déjà, c'est sans doute pas possible administrativement parlant. De base. C'est un enfer. Mais en plus, je veux dire, les cryptos, en soi, la crypto n'est pas forcément mauvaise. Je veux dire, je suis pas anti-crypto, je suis anti-crypto proof of work. Je suis anti-crypto énergivore. Si on présente une blockchain, comme il en existe d'ailleurs déjà, qui soit proof of stake ou autre chose en tout cas, qui soit avec un algorithme de consensus, qui soit efficace et qui consomme une énergie raisonnable, c'est-à-dire énormément moins que le Bitcoin ou l'Ethereum, ça ne me dérange pas. Faire que New York soit la capitale de la crypto, à la limite, pourquoi pas, mais des cryptos propres. Le Bitcoin, putain, c'est quand même c'est la crypto la plus énergivore de toutes. C'est complètement con. Il aurait pu demander n'importe quelle autre crypto qui soit basée sur un autre truc, je sais pas, il aurait pu demander
Bon, d'ailleurs, pour l'instant, il n'y a pas énormément de cryptos qui sont vraiment... qui sont à la fois populaires et proof of stake. Mais il aurait pu demander de l'Ethereum 2, par exemple. Parce que ça va venir un jour, Ethereum 2, j'ai foi. Bon, après, ça semble être un coup de com' aussi, donc il faut que ça parle à tous. Hein. J'imagine que c'est pas choisi par hasard. C'est vrai ce que tu dis. C'est ouais, vrai. mais c'est ça, il parle de Bitcoin parce que tout le monde connaît Bitcoin. Et que C'est peut-être ça. que tout le monde connaît pas Polkadot ou je ne sais, ou Cardano ou je ne sais quoi. Probablement pas, non, ça parlerait moins. Il dirait qu'est-ce qu'il veut, lui. Qu'est-ce qu'il veut. Bon, on change de rubrique. On va parler d'autres sujets divers et variés, mais allez, c'est des promesses non tenues. Hein. Je pense qu'on peut les rassembler derrière cette rubrique-là. On va commencer, on est taquin. Hein. On va commencer à parler un petit peu de Microsoft qui a de grandes ambitions pour limiter le réchauffement climatique, Guillaume. Ouais, c'est la deuxième semaine de la COP26. C'est une période qui... comme ça m'arrive de plus en plus fréquemment, me pousse à la réflexion. C'est pas bon ça, hein. Je sais que c'est pas bon la réflexion. De quoi, J'essaie que tu d'éviter. réfléchisses ou quelque chose te pousse à la réflexion? Ouais, mais je sais, il faut que j'évite de réfléchir trop, parce que mais bon, des fois, malgré mes efforts, je tombe dedans, dans la réflexion. Aïe, aïe, aïe. Parce que après, il y a des conclusions qui sont pas forcément très confortables, tu sais, qui te collent un petit peu trop longtemps, comme une petite crise d'hémorroïdes. Parce que finalement, la raison pour laquelle je suis là, hein, dans ce podcast même, là, toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. C'est pour critiquer Apple gratuitement, on l'a compris Oui, tout à l'heure. absolument, parce que Mais- je suis fondamentalement ça. méchant, bien sûr. Mais non, c'est fondamentalement parce que la tech est en croissance et en renouveau perpétuel. Tu vois, on ne serait pas là en hebdo, en plus, s'il n'y avait pas toujours des évolutions, sûr. qu'il n'y avait pas toujours des nouveautés. C'est ça qui est excitant, hein, c'est pour ça que c'est passionnant. Mais ça, c'est pas du tout durable. Le problème, c'est que la tech se nourrit de sa propre croissance. Tu vois, la technologie évolue super vite, mais ça, c'est possible avec énormément de fric, d'argent, de plus en plus même. Hein. Il est de plus en plus difficile de repousser les limites, toujours. La production de semi-conducteurs, elle n'a jamais été aussi chère et complexe. Et tout cet argent, il vient d'où ? Il vient de moi, hein, de toi, de vous. Soit qu'on achète régulièrement des nouvelles machines, soit qu'on utilise toujours plus de services en nourrissant le cloud, bientôt le metaverse. Ça, c'est le marché qui fournit cet argent. Un marché toujours plus gros, toujours plus consommateur, tout qui soutient les investissements dans des technologies toujours plus avancées, qui elles-mêmes motivent le renouvellement, la croissance du marché, etc. C'est un cycle. Tu sais que habituellement, je dis que Tech Café a le mérite d'informer et de divertir, mais t'es en train de plomber nos auditeurs là, Guillaume. Vite, fais quelque chose, s'il te plaît, aide-nous. Ouais, je sais, mais c'est quand même ça, c'est vrai, c'est un cycle. Et c'est pas comme dans Le Roi Lion, hein. C'est pas un cycle éternel du tout. C'est un cycle qui est pas sans impact en plus sur l'environnement, parce que nos machines, nos serveurs, tout ça, ça consomme énormément d'électricité, de l'eau, du pétrole, des métaux, de la surface. TSMC va construire une deuxième usine pour le 2 nanomètres, pour ses puces du futur donc. Une usine supplémentaire qui va demander 2 centrales au gaz supplémentaires sur l'île de Taichung. Et une usine comme ça, c'est des milliards de kilowattheures d'électricité et environ 100 000 mètres cubes d'eau par an. Et l'usine 3 nanomètres utilise déjà 7 milliards de kilowattheures. Et on s'attend à ce que le nouveau process consomme plus. Voilà, et toutes ces machines si vite dépassées, elles sont recyclées, tu crois ? Ben non, elles partent dans les pays pauvres qui récupèrent ce qu'ils peuvent, voilà, en sniffant du plastique. Croyez-moi, je dis ça sans accuser personne, hein, moi, parce que moi, des machines, du matos, j'en ai un paquet. Bon, j'essaye de les garder, j'essaie de les réparer autant que je peux. Je revends le plus possible quand je renouvelle mon matos, mais je fais partie du système. Et ce système, il fait mine de faire des efforts, hein, de se verdir. Voilà, les data centers vont consommer moins d'énergie, avec de nouvelles puces, ils consomment moins d'eau. On va en construire des centaines quand même, hein, dans les années qui viennent, mais bon. Puis on va passer aux énergies renouvelables, quand il y en a. Et puis on va recapturer tout le carbone qu'on dégage, à tel point qu'on va être carbone négatif en 2030. Voilà, on va réduire le carbone dans l'atmosphère pour compenser tout ce qu'on a accumulé jusqu'à maintenant. C'est ce que dit Brad Smith, hein, Bon de courage. Microsoft. Il a de grandes ambitions, Brad Smith, hein, pour devenir tout vert. Et de leurs aveux même, ils parient sur la recapture du carbone. Bon, déjà, c'est un pari. Donc, parier sur une tech versus des changements quasi cataclysmiques à moyen terme, c'est quand même couillu, hein, il faut le dire. Mais surtout, c'est pas gagné, parce que la recapture du carbone, ça existe, hein, mais c'est très très loin d'être déployé à grande échelle et c'est pas donné. Pour donner une idée d'ailleurs, tiens, pour compenser les émissions de l'ensemble des voitures américaines pendant 1 an, il faut absorber et stocker à peu près 1 milliard de tonnes de carbone. À l'heure actuelle, la plus grande installation de recapture est en Islande et elle absorbe 4000 tonnes par an. Et c'est la plus grande des 19 installations qu'il y a dans le monde. Donc tu vois un petit peu le chemin à parcourir, d'autant que chaque tonne de carbone, c'est $600 à capturer. Donc si Microsoft voulait recapturer toute sa production, ça lui coûterait 7 milliards par an. Mais en supposant qu'on puisse déployer tout ça à grande échelle, hein, supposons qu'on alimente avec de l'énergie décarbonée, parce que en fait, la recapture du carbone, ça demande de chauffer à mort à 900 degrés les filtres, et puis il faut aussi stocker ça pendant genre des millénaires.
Donc c'est pas aussi simple là, que d'aligner des serveurs à des disques durs, même avec des milliards en cash. Et ça, c'est très dur à comprendre pour les super milliardaires, on dirait, parce que voilà, Bezos aussi aligne 2 milliards pour la Terre. Bon, c'est bien, hein, c'est sûr, hein, ça peut aider d'avoir des moyens, mais c'est pas si simple. Comme toujours, c'est plus dur de réparer des trucs que de les casser. Et son initiative de reforestation, c'est cool a priori, mais c'est compliqué. Tu vois, c'est pas juste en embauchant 2 ou 3 spécialistes à Seattle que tu vas sauver l'Afrique. Replanter des arbres, c'est pas nécessairement une bonne chose si c'est fait n'importe comment. Si tu as replanté en masse des arbres qui font joli, ça va pas, il faut recréer des écosystèmes, il faut que ce soit résilient, sinon ça crève au prochain été et ça part en fumée à la première occasion. Donc ok, des progrès vont être faits, j'en doute pas, hein, les techs de recapture vont se perfectionner, les prix vont baisser, ça sera pas suffisant, hein, réparer c'est bien, mais c'est très long par rapport au rythme avec lequel on casse, donc il faudrait arrêter de casser. Et ça, pour ça, c'est dur d'avoir confiance en la tech. Hein. Pas plus tard que ce matin, je disais sur Reddit qu'ils allaient convertir les points karma en tokens Ethereum. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui marchait pas avec les points karma sur Reddit ? Et pourquoi Ethereum ? Pourquoi pas une blockchain proof of stake ? Voire attendre qu'Ethereum passe en version 2, tu vois ? Enfin, je sais pas, je vois pas. Donc si je veux être sur Reddit tout en boycottant les blockchains proof of work, je peux pas alors. Donc des fois, c'est vrai que ça commence vraiment à me lasser, tu vois, entre les éditeurs de jeux qui sont devenus incapables de se passer du cloud même quand tu veux jouer tout seul, Apple qui se torche avec le droit de réparer, Microsoft qui pousse de manière désormais explicite au renouvellement des machines, parce qu'on a beaucoup parlé de Windows 11, qui était arbitrairement limité aux machines de génération 8, et qui faisait dire à certains que Microsoft poussait à la console en cheville avec Intel. Complot ? Sans doute pas en fait, mais comment pas y penser quand tu vois que Microsoft en remet une couche, avec un rapport qui affirme que la productivité des employés est bridée par les vieilles machines. Tu vois, un tiers des répondants auraient vu leur productivité boostée parce qu'on leur a donné une machine neuve. Une machine neuve qui augmenterait la motivation des gens aussi. Donc là, entre Windows 11 et ça, on est dans une forme quand même de nudge peu subtil pour l'achat d'une surface flambant neuve, quoi. Hein. Et ça me gonfle un peu. Voilà, ça me gonfle parce que les constructeurs, tous les ans, sortent de nouveaux modèles, de tout. Même avec des améliorations minimes, avec l'espoir qu'on renouvelle si possible vite. Mais ça... ça fait 416 000 téléphones à la poubelle aux États-Unis par an seulement, alors rien qu'aux États-Unis. Hein. Si le rythme de renouvellement des téléphones était prolongé ne serait-ce que d'1 an, en moyenne, ça équivaudrait à annuler les émissions de CO2 de 636 000 voitures. C'est pas moi, hein, c'est Kevin O'Reilly qui le dit, c'est du Public Interest Research Group. Alors ok, vous bossez dans une boîte qui a encore des PC avec des corps de Gen 3, c'est lent, ok, mais est-ce que ça mérite un remplacement complet ou juste un upgrade ? Tu vois ? Moi, perso, j'ai le cas. Hein. J'ai un Lenovo M73 avec un Intel de Gen 3, 4 Go de RAM, un disque dur de 500 Go. Et ouais, sur Windows 8, c'est un calvaire. Mais bon, si tu lui rajoutes 4 Go de RAM, tu le passes sur un SSD, tu ne vas pas le reconnaître, hein, la machine. Hein. C'est vrai. Un Core i3 qui a 9 ans, à 8 Go de RAM et un SSD, ça tourne pas si mal. Alors bien sûr, si tu fais du montage, du calcul scientifique, de la 3D, tu vas pas utiliser ça. C'est insuffisant pour certaines choses, mais c'est aussi très raisonnable pour beaucoup d'autres. Bureautique, Internet, visio, ça passe. Plutôt que de changer systématiquement, on peut améliorer, c'est moins cher, c'est beaucoup moins polluant, changer la batterie, la RAM, le disque dur, parfois même le processeur, c'est possible. C'est important de pouvoir faire tout ça. Mais encore faut-il le pouvoir, justement, aussi, Guillaume. Il y a des appareils et des produits qui nous le permettent. Oui, peut-être de moins en moins. Par exemple, upgrader la RAM, ça devient possible sur Mac. La norme devient des ordinateurs qui sont des blocs monolithiques où tout est collé, où rien n'est accessible, des pièces qui disparaissent au bout de 2 ans. Mais c'est pas une fatalité, hein, c'est un choix tout ça. Hein. On peut avoir un portable fin et élégant et totalement réparable, voire modulaire. Vous voulez une preuve ? Jetez un œil sur les PC Framework. Vous verrez. Je connais pas. Attends, je vais les regarder tout de suite parce que je veux savoir de quoi tu parles. Framework. Ça a l'air top. C'est génial. Donc, mais ça, le problème, c'est que garder ton appareil 5 ou 10 ans, en les améliorant au fur et à mesure, ou en les réparant, ça ralentit la croissance. Ça réduit l'apport de fonds, et en fait, c'est pas vraiment compatible avec la tech qu'on connaît. La tech qui va vite, celle qui est toujours nouvelle, qui va toujours plus loin, celle qu'on aime. Alors oui, cette COP26 me pousse à l'autocritique et je me sens un peu écartelé entre le désir d'en voir plus, tu vois, de continuer à voir et utiliser de nouvelles choses, et celui de paniquer le futur de la planète, enfin en tout cas le moins possible. Donc ce qui est sûr, c'est que avoir confiance en les GAFAM pour préserver l'environnement, non. En fait, c'est marrant parce que c'est plein d'injonctions contradictoires dans le monde de la tech. Et puis, quelque part, ce podcast en est une aussi. Hein. On dénonce aussi, et puis en même temps, on valorise des usages, des nouveautés. Mais je me sens pas confortable. Mais bon, écoute, on va pas tout de suite arrêter le podcast parce qu'il y a des personnes qui nous soutiennent sur Patreon et à qui on promet d'autres podcasts. Heureusement, oui, la COP26 s'arrête la semaine prochaine parce que j'en peux plus. Hein. C'est bon, on va pouvoir mettre de côté notre conscience. Mais c'est hyper intéressant. Au passage, Framework, je serais
mal à l'aise, Guillaume, de ne pas te dire que je les trouve super ces appareils, mais qu'ils n'ont pas d'encoche en haut pour les webcams, et ça je trouve ça dommage. Audrey, toute blague mise à part, ce tableau en fait assez noir finalement de la tech et ces injonctions contradictoires, je crois que tu les vois passer, tu les vis. Est-ce que toi aussi t'es soumise à ce dilemme de la tech que tu aimes probablement dans ces innovations, mais qui pose quand même plein de problèmes de conscience en fait? Ah bah oui, tous les jours, hein. Je pense qu'on l'est tous au final, hein. Enfin, en tout cas, je pense qu'en 2021, on peut plus dire qu'on ne peut pas y être sensible, hein. On est tous sensibilisés. Et encore plus cette semaine, alors que la COP26 se clôture. Je pense que ouais, c'est difficile, mais en même temps, c'est le reflet de notre époque. C'est ça dans d'autres secteurs. La mode, c'est la même chose. Enfin, on est des consuméristes et c'est difficile de ralentir. Surtout que la tech, on en a besoin pour le monde professionnel aussi. Donc c'est pas facile. Je suis dans la même tourmente moi-même. C'est vrai qu'il n'y a pas que la tech. Je crois que malheureusement la tech est aussi le truc emblématique qui en plus permet de faire tourner tout le reste aujourd'hui. Donc c'est aussi ce qui rend les choses particulièrement difficiles à vivre. Bon, on va mettre de côté notre conscience. Il y a bien sûr pas que la tech, mais comme on est un podcast tech, voilà, je parle de la tech, mais ce que je veux dire, c'est que tout le reste, enfin les transports, oui, les vêtements, tout à fait, c'est... Mais la tech touche de plus en plus des grandes proportions des autres secteurs. Tu parles justement des voitures qui vont être un secteur qui va être de plus en plus technifié, quoi. Quand tu vois que Tesla, qui est pris en exemple par Ford, d'après le discours du dirigeant de Ford, hein, qui dit clairement regardez ce qu'ils font chez Tesla, ils font les choses bien, va falloir faire pareil grosso modo, parce que grâce à leur génie logiciel par rapport à leur choix de composants, ils arrivent à passer à côté de souffrances que les autres constructeurs ont en période de pénurie. Ça veut dire quand même que l'orientation elle est à la tech sur tous les secteurs. On parlait de la distribution tout à l'heure de magasins qu'on aime, de Chanel ou d'autres marques de luxe. Tout ça est de plus en plus dicté par la tech. Donc c'est ça aussi qui est dérangeant, c'est la place importante qu'a la tech dans tous ces univers. Oui, mais la tech... Pardon, vas-y, excuse-moi. Pardon, non, je disais, elle est partout. Enfin, c'est aussi dans les domaines de la santé, de l'agriculture. Enfin, aujourd'hui, c'est santé aussi, partout. C'est vrai. Et d'un côté, tant mieux aussi, parce que ça apporte plein de choses nouvelles qui vont faire qu'on vivra mieux. Mais ouais, il y a tout ce pendant écologique, et notamment les données, quoi. Moi, je m'inquiète quand je vois la pollution générée par les centres, les data centers, quoi. C'est comment on fait pour les faire refroidir? Quel sera l'impact des data centers qui sont engloutis dans les océans? Enfin, je sais pas, il y a 1000 questions encore là-dessus. On n'a aucun recul et ouais, ça fait peur. En fait, la tech est en expansion, si tu veux, depuis 40 ans. Et du coup, comme elle est en expansion, sa portée, son empreinte ne cesse de croître. Et du coup, ça donne d'autres lieux à d'autres défis, quoi. C'est-à-dire, il y a 20 ans, la tech, elle était, 100 fois moins étendue. Son impact était 100 fois moindre. Donc, il y a aussi de nouveaux enjeux parce qu'elle grossit de manière aussi rapide et aussi importante. Hein. C'est sûr. Est-ce qu'on a d'autres éléments, Guillaume, sur lesquels tu voulais qu'on s'attarde un petit peu ? Sur Apple, par exemple Bon, il est dans le conducteur, donc j'imagine qu'il faut qu'il prenne. Parce qu'en plus, on nous dit que tu les aimes pas. Prouve-le maintenant, prouve-le. Oui, je les... Oui, Apple, on en parlait. Oui, Craig Federighi, vous savez. Craig Federighi qui n'a rien retenu finalement du procès contre Epic. Parce que la juge lui avait dit en substance tu pousses le bouchon un petit peu loin, Maurice, en promettant l'apocalypse si les gens sont autorisés à sideloader des applications sur iOS. Sideloader, donc aller chercher des applications hors de l'App Store. Mais pourtant, le voilà qui en remet une bonne couche. Voilà, le sideloading est le meilleur ami du cybercriminel. Voilà, ce serait une ruée vers l'or pour l'industrie du malware. Regardez sur Android, 5 millions d'attaques par mois, les vannes seraient ouvertes au malware. Mon Dieu, j'en frémis encore. Surtout que moi, utilisateur PC Android depuis toujours, je peux vous dire que je suis au bord de la ruine, que ma vie part en lambeaux à cause des cybercriminels qui m'attaquent quotidiennement. Je suis en instance de divorce, je suis bientôt SDF, car j'ai pas eu la chance de naître dans une maison bien comme il faut, on n'utilisait que des iPads. Mais pas des Macs, parce que des Macs c'est trop dangereux. Et bien figurez-vous que des arguments comme les miens, là, moi petit plaisantin, ces arguments n'ont aucune valeur, parce que Craig, qui en a sans doute pris des volets, a prévu le coup. Oui, vous tous là, les technophiles, les sachants, les pédants, songez-vous à ceux qui pourraient être abusés. Avez-vous, monstre sans cœur, la moindre pensée pour les mères de famille, les enfants, les mamies gâteaux qui pourraient y laisser l'argent de leur honnête salaire et de leur maigre retraite ? Vous, jeunes technophiles, techno-hippies anarchistes, seriez-vous prêts à porter la culpabilité d'avoir permis à un malfaiteur de dépouiller un pauvre retraité ? Non.
Non, dit Craig, de sa plus belle voix sexy de cadre Apple. Nous ne devons pas supporter le fait que quiconque puisse être abusé. Bravo. Attention, tu citais pas tout Craig là, quand même. Faut remettre. Il a pas dit mot pour mot ce que tu viens de dire. Je veux pas qu'on laisse imaginer aux gens qu'il a dit ça mot pour mot. Presque mot pour mot, il a dit nous ne devons pas supporter le fait que quiconque puisse être abusé. Ça, c'est la citation. Okay. Le reste, c'est librement interprété. Mais bon, quand même, bravo, je dis bravo. Je pense qu'un cadre LR en campagne n'aurait pas sorti un meilleur argument. Donc, jouer avec la culpabilité, surtout ignorer qu'iOS, loin d'être la norme, est en fait la minorité. Totalement occulter le fait que forcer l'App Store, c'est aussi forcer la commission Apple sur la totalité des applications, c'est beau, chapeau. On contrôle tout, c'est pour votre bien, voilà, c'est la philosophie unique d'Apple. Ça se confirme encore plus avec l'écran de l'iPhone 13, puisque figurez-vous qu'iFixit a démonté l'iPhone 13 et son score de réparabilité de 5. C'est pas génial, mais en plus, il y a un gros mais, parce qu'iFixit a tenté de remplacer l'écran du smartphone. Réparation de routine, très fréquente en général, c'est ce que tu pètes en premier, l'écran, bon. Et donc ils ont eu la surprise de voir que Face ID ne fonctionnait plus sur l'appareil. Donc l'écran est signé par un microcontrôleur, et quand tu le changes, les signatures changent, et donc Face ID se met en rideau. Est-ce que c'est un bug ? C'est peu probable. Une manière d'emmerder les réparateurs qui n'ont pas tout le package Apple ? Beaucoup plus sûrement, ouais. Puisque le microcontrôleur, en fait, il est complètement séparé de la partie processing. Il est vraiment là pour vérifier les signatures. Autrement dit, ton droit à réparer, tu peux te le mettre où tu veux, parce que tu as le droit de faire réparer ton truc chez Apple, ou un réparateur agréé Apple, au tarif Apple, et aussi longtemps qu'Apple le jugera pertinent, et puis c'est tout. Les réparateurs indépendants, ou toi-même, si tu t'en sens capable, vous pouvez aller voir ailleurs. Mine de rien, Apple est en train d'asphyxier tout un petit secteur économique comme ça, là, sans forcer. Est-ce que c'est écologique ? Sans doute, j'en doute. Est-ce que c'est pour notre bien ? Certainement, t'as qu'à demander à Craig, il va trouver. Mais en plus, c'est assez dingue, mais les réparateurs, les réseaux de réparateurs sont exprimés aussi en disant que je crois qu'ils ont senti venir ces changements et qu'ils ont commencé à diversifier leurs revenus. Alors forcément, ça risque de leur faire mal si demain l'ensemble des smartphones / iPhone ne peuvent pas se faire réparer chez eux. J'imagine bien que ça peut évidemment les pénaliser. Je ne sais pas si ces sujets autour d'Apple méritent grâce à tes yeux, Audrey. Si jamais tu peux nous aider à avoir des avis un peu plus positifs sur Apple Podcast, ce serait sympa. Pitié, aide-nous, Audrey. Je vais travailler, mais malheureusement, je ne rallie pas le camp de notre ami. Donc, je suis une utilisatrice Apple moi-même. Ah ben moi aussi je le reconnais. Aussi, oui, oui, bien sûr. Je suis peut-être même le pire parce qu'en plus j'aime ça, mais je peux pas m'empêcher. Là aussi, c'est ça qui est terrible. Mais je peux pas m'empêcher d'être là aussi dans une injonction contradictoire parce que je suis très conscient de ces blocages. Et en fait, ce que j'aimerais dans le fond, c'est que les gens aient le choix et pas simplement le choix en disant si jamais tu veux être plus libre de ton appareil, prends un Android ou prends un PC sous Windows. Je trouve que c'est pas des réponses. Je trouve effectivement qu'on serait en droit d'aimer l'interface iOS, l'expérience utilisateur d'installation d'applications et en même temps avoir le choix, peut-être, si je le souhaite, je prends le risque et j'installe des applications sur un magasin tiers. Je pense que pour la concurrence, ce serait quand même globalement vachement mieux. Et puis surtout, que je puisse réparer mon écran auprès du réparateur que je veux. L'argument de fond étant que oui, mais quand on change ton écran, peut-être qu'on peut installer des composants qui font qu'on te surveille plus. Bon, tout ça, je pense que c'est quand même globalement beaucoup de la science-fiction, que ça concerne certains métiers et certaines personnalités dans des environnements bien spécifiques et que ça ne concerne pas le grand public, donc c'est gênant. Mais je suis content de voir que je ne suis pas le seul, Audrey, à avoir ce dilemme dans ma tête. À ne pas savoir si on se fait avoir ou pas, c'est la question. Qu'on se fasse savoir si, je pense que globalement on le sait, mais on aime ça et après c'est à la fois plus désespérant ou une manière pour nous rassurer, va savoir. Un petit mot enfin pour terminer, Guillaume, je sens qu'on va reparler de notre contrat de Jedi. Ouais, c'est autour de Google. Vous avez remarqué, je suis grognon ce soir. Mais oui, tu nous as mis une émission déprimante. Tu crois qu'Audrey va vouloir revenir comme ça enfin ? Ah ouais, c'est vrai, je suis désolé. J'ai pas sur Ronchon. Alors voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc, là, j'ai râlé sur Microsoft, sur Apple, sur Meta. Mais là, c'est le tour de Google. Voilà. Bon. Parce qu'il fut un temps où Google avait pour devise Don't be evil. Souvenez-vous. Voilà. Bon, mais ça, c'était avant. On avait déjà évoqué l'entente avec Facebook sur le contrat Jedi Blue, un contrat à 500 millions de dollars, donc entre le G et le F de GAFA pour couper l'herbe sous les pieds de la concurrence dans le secteur de la pub. Facebook aurait accepté d'enchérir sur 90% des pubs que Google identifiait pour lui, et en plus Google s'engageait à lui faire gagner un pourcentage fixe des enchères.
Mais en fait, il y a déjà ça, mais il n'y a pas que ça dans le procès antitrust contre Google. On a aussi déterré d'autres perles, et parmi elles, un petit secret pas beau sur AMP. Alors, souvenez-vous, AMP, en 2015, je crois, c'était vendu comme un moyen d'accélérer le chargement des pages web sur mobile, en les impactant de manière un petit peu plus efficace. Et à l'époque, j'y ai cru, moi aussi, je trouvais ça cool. Voilà, AMP, ça charge plus vite, c'est cool. Sauf qu'en fait, le but d'AMP, c'était pas du tout de rendre le web plus fluide, puisque Google aurait ralenti le chargement des pubs sur les pages normales pour rendre comparativement plus attractives les pages AMP. Pendant 5 ans, Google a pénalisé ceux qui n'utilisaient pas AMP, non seulement par la vitesse, tout simplement, mais aussi par la visibilité et par la pub, puisque AMP ne supporte pas JavaScript. Et donc ça veut dire que tu peux pas, donc les sites ne pouvaient pas faire des enchères en en-tête, le header bidding. Le header bidding, ça appelle les bourses de pub directement, en fait, en en-tête de la page, et toutes les bourses que veut le site. Donc ça permet de ne pas forcément passer par la bourse Google, qui a tendance à privilégier Google Ads. Dans les faits, Google forçait tout le monde à utiliser sa plateforme et ses conditions. Du coup, donc Google a désormais un gros déficit de confiance vis-à-vis des éditeurs. Et bon, peut-être aussi auprès de son personnel très prochainement, puisqu'on reparle de notre Jedi, il y a plein de Jedi. Vous vous souvenez sans doute de ce contrat Jedi à 10 milliards de dollars, ça datait de 2018, ça a été remporté par Microsoft, et finalement c'est parti en sucette à force de procès, de procédures. Bon, à l'époque, Google avait renoncé à y prétendre parce que ça collait pas aux valeurs de l'entreprise de travailler avec l'armée. Bon, en fait, c'est que des milliers d'employés avaient protesté pour calmer le jeu. Avec Google, c'était retiré. Mais bon, 10 milliards quand même, donc si l'occasion se présente, bon. Et bien bingo, elle se représente effectivement, ou presque, puisque l'armée américaine relance un contrat pour le Joint Warfighting Cloud Capability, qui remplace essentiellement Jedi, mais cette fois, c'est un appel d'offres multiple, en fait, multi-cloud, donc il y a plusieurs fournisseurs qui seront choisis. Et là, vous inquiétez pas, Google candidate, les valeurs de l'entreprise ont peut-être un petit peu changé. Est-ce que ça t'évoque une dernière réflexion, Audrey, ou est-ce qu'on passe à la suite ? Bon, on peut passer à la suite, je crois. C'est vrai que ce contrat et ce contrat de Jedi, je sens qu'on va en reparler encore probablement à l'avenir sous multiples facettes. Mais bon, on va passer aux jeux vidéo. Alors, je suis désolé, Audrey, il y a une tradition quand même à chaque fois que quelqu'un participe pour la première fois dans le podcast. Je suis amené à demander, mais je sais en fait, je connais la réponse, quel est le niveau de passion des jeux vidéo pour donc la personne qui nous rejoint. Bon, je vais pas te faire violence. Je sais que c'est pas un domaine, mais c'est très bien. C'est pas un domaine dans lequel tu passes beaucoup de temps, c'est ça ? Ah ben non, pas du tout. C'est-à-dire que non, ça doit se limiter à du Tetris sur mon téléphone, tu vois. Mais c'est très bien Tetris. mais voilà, j'en suis, c'est très bien. C'est très bien. Écoute, pas de souci. En tout cas, tu peux, je suis sûr, regarder d'un air curieux ce qu'on a préparé, ce que Guillaume Poggiaspala a préparé dans l'actualité des jeux vidéo. Ça va aller assez vite. On va parler en premier temps de Nintendo qui va se retrouver embêté avec les affaires de pénurie, Guillaume. Oui, manifestement, Audrey va pas voir passer le fait que Nintendo produise moins de Switch que prévu dû à la pénurie de composants. 20% de moins quand même. Donc, ça fera plus mal à Nintendo qu'à Audrey, manifestement. Ouais, je pense. Et il y a aussi cette malheureuse nouvelle, ou bon, malheureuse ou heureuse, je sais pas, mais ça dépend pour qui. Nintendo finalement a attaqué et a gagné contre Bowser. Alors évidemment pas celui-ci, non bien sûr, contre Gary Bowser et Max Warren d'ailleurs, qui est un Français qu'ils essayent d'extrader. Parce que ce sont les gens qui ont fait les trucs pour craquer la Switch, tout simplement, les premiers qui ont craqué la Switch. Et ils ont été quand même assez violemment accusés, enfin violemment condamnés, puis c'est 4,5 millions de dollars quand même. Alors évidemment, on peut se dire c'est bizarre parce que finalement qu'est-ce qu'il a fait ? Il a permis aux gens de faire tourner des jeux perso, de faire tourner des trucs. Bon, en réalité ça n'a pas marché du tout parce que Bowser maintenait aussi des sites de ROM. C'était assez évident qu'il soutenait le piratage tout simplement sur la plateforme et donc il n'a pas réussi à se défendre contre ça. Et donc il était assez lourdement condamné. Je me rappelle qu'on en avait parlé de Bowser. Déjà je m'étonnais, effectivement, c'est quand même un comble de s'appeler Bowser et de se faire attaquer et de pirater Nintendo. Mais oui, on va parler de Blizzard forcément. C'est tellement logique finalement. Et oui, Blizzard, gros froid chez Blizzard, je sais, elle est facile. Après annulation de la BlizzCon quand même, la coprésidente de Blizzard depuis seulement 3 mois démissionne, elle quittera complètement le studio à la fin de l'année. Donc elle veut explorer plus avant, elle dit donc, des domaines où les jeux et la diversité s'intersectent et avoir un impact plus large sur l'industrie.
Donc elle continuera un temps à se consacrer à l'association Women in Games International, mais là, on sent un peu qu'elle estime ne pas avoir la latitude nécessaire pour agir comme elle le voudrait. Son message de départ est quand même assez vague. Hein. Donc voilà, il ne reste plus que Mike Ibarra donc en poste après la démission de J. Allen Brack, suite à la série de scandales liés à la culture de la boîte. Donc le départ de la enfin, je dis coprésidente, ils disent co-lead, donc O'Neill, il coïncide quand même avec un report sine-die d'Overwatch 2 et de Diablo 4. Et franchement, ça commence à faire vraiment long. On évoque 2023, surtout qu'Overwatch 2, ça semble pas révolutionner complètement la formule, quoi. C'est en dev depuis 2018, et ça a été présenté fin 2019. Donc voilà, des reports qui sont révélateurs de gros changements en interne. Eux disent un turnover volontaire. Voilà, un turnover volontaire important qui aurait contribué au retard. Donc évidemment, on pense immédiatement à Jeff Kaplan et Luis Barriga, respectivement à la tête d'Overwatch et Diablo 4, qui ne travaillent plus chez Blizzard, comme Jesse McCree d'ailleurs, designer sur WoW. Blizzard ne dit pas officiellement à quel point ces turnovers volontaires ont été gentiment encouragés. C'est quand même la gueule de bois chez Blizzard. Moi je me rappelle quand j'étais en études à l'époque, c'était vraiment l'éditeur de jeux vidéo de mes rêves, quoi. Ils avaient les licences qui me plaisaient le plus, c'était assez dingue ce qu'ils proposaient. Bon bah écoute, ça revient de loin tout ça. Allez, une dernière mention autour d'un format façon chronique des composants pour les jeux vidéo, Guillaume. Mais oui, une rubrique pour conclure où on parle d'Alder Lake et de DRM, ça fait pas rêver ça? Ah si, comme ça si. Alors Alder Lake déjà, donc c'est la génération 12 d'Intel, ça vaut quoi? J'ai le plaisir, ça y est enfin, j'arrête de ronchonner. Le plaisir de vous annoncer... Quand même, au bout d'une heure d'émission, au bout d'une heure d'émission, à la fin, c'est pas de ronchonner, c'est pas possible. Donc ouais, j'ai le plaisir de vous annoncer que oui, au niveau des performances pures, Intel revient dans la course et grille même assez largement AMD. Et c'était pas évident, mais Intel bat le haut de gamme d'AMD à la fois en performance monothread, donc sur un cœur, en tout cas sur un thread, et en multithread. Déjà, les performances monothread sont remarquables, l'écart est tout à fait significatif, de 10 à 20%. Quant au multithread, la différence est même étonnante, parce que le i9 12900K, il dépasse d'une courte tête le Ryzen 5950X. Or, tous les deux ont 16 cœurs, mais Intel, tu sais que sur Alder Lake, il a 8 cœurs performance et 8 cœurs économe, alors qu'en face, AMD a 16 cœurs identiques, donc tous assimilés performance, on va dire. Bon, après, les cœurs autonomes Intel, ils sont proches des Skylake, donc c'est pas non plus des poubelles comme les vieux atomes qui sentent des pieds là, non, c'est des trucs qui restent quand même relativement puissants, ça explique un peu, mais c'était pas évident. Donc c'est une performance remarquable, donc ça veut dire qu'Intel revient sur le devant de la scène. Et pour la consommation énergétique, du coup, comment ça se manifeste? Ah, mais tu appuies là où ça fait mal, je vais redevenir ronchon. Et oui, ça y est, tu pouvais pas être enthousiaste jusqu'au bout. C'est ça. Je retire ma question, du coup. Non, mais tu as raison, il y a un mais, et oui, tout ça, parce qu'ils font tout ça, c'est les processeurs Alder Lake, mais en consommant plus d'énergie. On passe de 200 watts pour les AMD, en gros 300 watts pour Intel, pour des perfs qui sont quand même globalement équivalentes. Donc les performances par watt de la Gen 12 sont nettement au-dessus de celles de la génération 11 chez Intel, mais elles sont encore en dessous de celles des Ryzen. Donc Alder Lake, tu sais que c'est un gros moment pour Intel, puisqu'il sort enfin complètement de sa longue ère en 14 nanomètres pour inaugurer ses nouvelles usines sur le nouveau process Intel 7, et donc sur toute la gamme, jusqu'au très haut de gamme. Et effectivement, on observe un bond de 50% de l'efficacité énergétique, et ça fait plaisir à voir. Néanmoins, il semble tout de même que Intel 7 soit pas encore au niveau du 7 nanomètres de TSMC, puisque l'architecture Zen 3 est excellente, mais je suis sûr que les ingénieurs d'Intel ont fait un bon boulot aussi. La jeunesse d'Intel 7 est peut-être plus à blâmer, en tout cas il faut bien blâmer quelque chose, et on voit à peu près que ça, donc il faudra plus de tests, mais malheureusement ça a l'air d'être un petit peu ça. Et bon, c'est quand même pas que des mauvaises nouvelles, parce qu'au passage là on parle du top de la gamme bien entendu, mais c'est bon aussi plus bas, sur les processeurs budget, parce que les Core i3 de génération 12 du coup, c'est des trucs qui ont que entre guillemets 4 cœurs avec hyperthreading, mais qui du coup offrent un beau rapport performance-prix pour une centaine de dollars, et même les Core i5 à 6 cœurs pour environ le double offrent des rapports intéressants. Du coup Intel redevient compétitif en somme sur un peu toute la gamme, et c'est tant mieux. Un dernier mot du coup? Oui, mais pour parler de DRM, parce qu'il faut que je finisse en ronchonnant, tu sais. Oh, décidément. Mais oui, parce que Alder Lake est rapide, il est très rapide, mais il faut que tu regardes principalement ses cœurs performance. Si tu regardes ses cœurs économiques, c'est tout de suite moins impressionnant, et c'est tout à fait normal, c'est même voulu. Mais ça mène à des quiproquos rigolos avec certains jeux, certains logiciels, au sens large, parce qu'il y en a qui déterminent tout seul la puissance de la machine. Sauf que là, s'ils se plantent de cœur, ils peuvent complètement sous-estimer ta bécane, ou, dans le cas de certains DRM, refuser de charger le jeu. Et donc, c'est le cas, c'est un problème qui intervient principalement avec le DRM des nouveaux, le ONI des nouveaux,
qui atteint quand même une 50aine de jeux actuellement, dont des gros titres comme Valhalla, Mortal Kombat 11, Jedi Fallen Order et compagnie. Et du coup, il y a une solution assez rigolote qui a été mise en place par Intel. C'est un bouton qui permet d'anesthésier les petits cœurs, pour que les jeux ne voient que les gros. Alors, c'est dans le BIOS, ça s'appelle Legacy Game Compatibility. Et comme le souligne l'article de The Register, ça fait furieusement penser à l'antique bouton turbo des PC des années 90 qui ralentissait ta machine pour que tu puisses jouer à des vieux jeux. Mais ça se manifeste comment ? Ça veut dire que tu dois redémarrer, changer des éléments dans le BIOS pour pouvoir lancer ton jeu derrière, oui et non. Enfin, en fait, au démarrage, si tu as activé Legacy Game Compatibility, tu peux appuyer sur le bouton Scroll Lock pendant le démarrage du BIOS. Et ça anesthésie les petits cœurs. Du coup, des nouveaux ne voient que les gros cœurs, et il est content, et tu peux jouer à plein de trucs. Mais du coup, c'est pas génial en matière d'optimisation de consommation énergétique pour les autres tâches, du coup. Non, il vaut mieux pas l'utiliser en général. Mais là, comme des nouveaux se plantent, tant que des nouveaux sera trop con pour comprendre qu'il y a 2 types de cœurs dans ton PC, il faudra faire avec. Je trouve ça trop mignon en fait cette technique. Ok, merci beaucoup Guillaume, c'est rigolo à voir et évidemment on pourrait mettre ça en écho de machines beaucoup plus fermées qui ne proposeront probablement jamais ce genre de dispositif pour lever des verrous. Mais bon, merci beaucoup. Elles ont pas le jeu. Oui, c'est pas faux d'un autre côté. Il y en a quelques-uns. Rendons à... Non, bon, d'accord, il n'a pas tant que ça. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cette émission. Il est grand temps qu'on puisse lister où est-ce qu'on peut nous retrouver individuellement. Donc, à commencer peut-être par toi, Audrey. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel ? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, voilà, sur LinkedIn avec Audrey Lafourcade, Instagram. Et on te retrouvera, il y aura les liens dans les notes de l'émission de toute manière pour aller voir ton profil sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Instagram. Merci beaucoup Audrey. Guillaume, il est grand temps que tu nous dises enfin, je suis sûr que là tu es suffisamment de bonne humeur pour nous dire où on peut te retrouver enfin sur Internet. Je suis pas très bonne humeur, vous avez remarqué ça ? Moi, je sais pas. Non, je sais pas. Ça s'est pas vu spontanément. Non, mais je crois que je vais aller finir Squid Game là. Ça va me détendre. Oh, tu l'as commencé, c'est ça ? Oui, j'ai presque fini. Il me reste 2 épisodes. Oh, j'ai pas envie de m'y lancer parce qu'on n'a pas arrêté de me dire que c'était violent. Audrey, est-ce que t'as vu Squid Game ? Non, pas du tout. Mais pas du tout. Non, j'ai pas encore vu Squid Game. Mais c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça qu'on est de bonne humeur, Audrey et moi. On n'a pas vu Squid Game et il paraît que quand on voit Squid Game, après on est tout déprimé. Il y a des moments lourds. Il y a des moments très lourds. Honnêtement, je suis pas... Bon, on en reparlera dans d'autres instances, encore une fois. Merci beaucoup, en tout cas. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Et puis, merci une nouvelle fois aux abonnés de la page Patreon. Et évidemment, si vous avez aimé cet épisode, que vous avez été informé sur l'actualité tech, mais que vous avez passé un bon moment, très enthousiaste, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.